Elle a peluche. Mais c'est vraiment très efficace comme système. Est-ce que c'est toi qui comme ça? C'est l'enfer. C'est toi qui fais de la tomophonie ou c'est... Tu connais Pascal Pascal Ruet? Non, Pascal Rueff. Rueff. Tu le connais? Pascal Rueff, je le connais pas, je le connais. Tu connais son travail? Voilà, c'est bien ce qu'il fait. C'est même un grand artiste. C'est un copain. Et je connais, par contre, je connais Christophe Ruetsch, qui a travaillé avec lui sur Tchernobyl, qui avait fait un travail avec le Lina GRM, qui s'appelle toujours, ils ont fait un disque, c'est une commande, qui s'appelait Zona. Ah ouais. Zona, très belle. Non, on n'avait pas vu à Montpellier. Et voilà. Est-ce qu'on était ensemble ce soir-là? On était ensemble. Et on était ensemble ce soir-là. Et donc lui, il bosse beaucoup avec Pascal Rueff. Ah ouais. Je le recontacte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas contacté. Et donc c'est un copain, toi? Oui, enfin, c'est-à-dire de que... Tchernobyl. Lui, il avait sa radio de Tchernobyl où il a fait des trucs extraordinaires. Et puis, on s'est échangé plein d'informations. On a très, très souvent téléphoné, etc. Parce que, moi, je préparais Tchernobyl Forever. Donc, j'étais aussi du côté de Tchernobyl. Ouais. Et je cherchais à me renseigner un petit peu sur la dangerosité du coin. Et lui, il était spécialiste de Marianovka, qui est un village juste... c'est le village le plus contaminé juste en dehors de la zone. Ouais. Et comme je voulais y aller, il m'a filé plein de contacts à Marianovka, etc. Puis j'écoutais régulièrement son radio de Tchernobyl. Les pièces qu'il a faites depuis, ça tourne encore, régulièrement. Moi, c'est plutôt les émissions radio de 4-5 minutes qu'il faisait. Et à cette époque-là aussi, je faisais Antoine Citoyen. Tu connais ça? Non. Non, vous connaissez pas Antoine Citoyen? Non. Ah, c'est quoi ça? C'est à découvrir, ça. Je vais vous montrer un épisode de 3 minutes, ça dure pas longtemps, mais un des épisodes qui donne le ton. C'est un truc très anarchiste, comme ça. Vous connaissez les Yes Men? Non. Ah bah oui, les Yes Men, bien sûr. Oui, j'ai fait ça avant que je ne connaisse les Yes Men. Du coup, quand j'ai rencontré les Yes Men, vraiment, je me suis dit, waouh, super, je suis pas tout seul à faire des conneries. Ouais. Alors, Antoine Citoyen. Les activistes, le principe de leurs actions, en fait, c'est qu'ils se fondaient, ils prenaient possession des lieux de pouvoir en se faisant passer pour des gens de pouvoir. Et ils se filmaient là. Tu vois, c'est une technique de parasitage. Donc c'était assez subversif. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Oui, c'est vrai que... Mais en fait, ils ne savent plus agir parce qu'ils sont connus. Voilà. Tu vois, ils sont connus et repérés par les vigiles à l'entrée, quoi. Ils ne savent plus rien faire, quoi. Donc là, c'est entre le canular et la subversion. Moi, en fait, c'est ça que je faisais. C'est-à-dire que, au départ, quand il y a eu l'accident de Fosmark, en 2006, donc, vous voyez Fosmark? Oui. Il y a une centrale sud-est qui a failli péter, qui passait à 7 minutes du meltdown. Je me suis réveillé, là. Je me suis dit, quoi? 20 ans après Tchernobyl, il y a encore moyen d'avoir des explosions. Et donc j'ai eu tellement la trouille que j'ai demandé à un copain acteur de venir avec moi dans la rue et on faisait circuler des pétitions. On demandait aux gens, vous êtes pour ou contre le nucléaire? Si les gens disaient on est contre, on disait oh ça c'est dommage. Et s'ils disaient on est pour, chouette parce que c'est difficile de retrouver. Dites alors vous voulez pas donner votre numéro de téléphone et vous proposez et signer ce papier. Vous proposez comme volontaire liquidateur, ça veut dire, ah bon, c'est quoi ça? C'est en cas d'accident. En cas d'accident, vous intervenez, comme ça, on vous appelle et vous intervenez. On intervient pourquoi? Ah bah si ça pète, faut du monde pour reboucher le trou. À Tchernobyl, il a fallu 800 000 personnes. Donc si vous êtes pour, on considère que vous avez le droit d'intervenir, etc. Personne qui osait signer, tu vois, c'était le bordel. Et on a fait ça quelques fois. Et j'ai filmé tout ça. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais c'est qui le gars qui est dans la rue, qui fait signer ses papiers et tout? C'est qui son personnage? Et on en est arrivé à décider que c'était un travailleur du nucléaire, français, qui s'était fait irradier, qui avait eu des problèmes avec sa mutuelle, qui avait porté plainte, qui avait eu des problèmes avec les flics, et qui avait dû s'exiler en Belgique, et il était devenu clochard. Donc, ce type... Un clochard du nucléaire. C'est un clochard. Et ce type, il est complètement marteau, il lui arrive des tas de trucs.
Et donc, voilà, je ne connais pas du tout. Je vous montre, j'en ai fait 22. Ah non, je connais pas. À compte d'auteur, dans la rue. Ah ouais. Je connais pas du tout ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah voilà. Voilà, il y en a une paire là. Il y en a 4 là. Ouais. Bah c'est ses copains, hein. Ouais. C'est lequel des 4? C'est celui-là. Celui-là. Là, tu vas voir. Non, c'est pas lui. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est celui du milieu. Ouais. C'est celui du milieu. Et ça uniquement sur Bruxelles ou t'es allé? Ouais. C'est la série la plus écolo du monde. J'ai jamais quitté un périmètre de plus de 4 km. Tout s'est fait à pied. Ah, vous trouvez quelque chose de bien, les gars. Voilà, super. Attends, donne-moi apporte un sac. Oui, attends, il y en a plein. Il y en a plein. Et voilà ma radio. Allez, la radio. Ça va nous servir, les gars. Elle marche maintenant. Ouais, je crois qu'il manque une pile, mais on en trouvera bien une autre pile. C'est C'est vrai que ça va nous servir, ça. Et après, tu peux la revendre, hein. Ouais, non, surtout pas. Tu sais ce qu'il faut faire, toi, en cas d'alerte nucléaire, en cas de catastrophe nucléaire. C'est ce qu'il faut faire. Premièrement, ce qu'il faut faire, il faut rentrer chez soi. Donner la bouteille de... Chez qui? Deuxièmement, voilà. Deuxièmement, il faut fermer les fenêtres. Et troisièmement, il faut écouter la radio. Ouais, bon, on aura la radio, quoi. Voilà. Je plante mon micro à chef, tu vois. Je suis tout seul, donc je bricole. Ah, c'est pas Spire, ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Je vois ils sont sur notre toit à gauche. Ouais. On les a vus tout à l'heure. Et tout le temps décalé. Tout le temps décalé comme ça. Mais attends, Antoine, il va voir un assureur, tu vois. Il rentre chez l'assureur et il dit dites, j'ai pas de maison, là. Nous, on sait pourquoi. Mais enfin, imaginons que j'en ai une. C'est l'assureur qui croit. Je ne dis rien. L'assureur croit que c'est un vrai travailleur du nucléaire. Enfin, je lui dis, écoutez, voilà, il y a un travailleur nucléaire et qui s'inquiète un peu des accidents et tout ça, qui cherche à nous alerter. Est-ce que vous voulez bien le rencontrer? L'assureur dit oui. Moi, j'arrive avec ma caméra, tu vois. Et la gueule de l'assureur quand il voit mon copain, tu vois. Oui, donc, alors, j'ai pas de maison, mais imaginons que j'en ai une. S'il y a un accident nucléaire, qui c'est qui paye? Tu vois, l'assureur, oh, voilà, machin, tout. Et il démonte le système et tu te rends compte que c'est un bordel, qu'il n'y a personne qui paye et tout, tu vois. Alors, ou bien il va dans une pharmacie et il dit j'aimerais bien avoir des pilules d'iodure de sodium. Alors, non, l'iodure de sodium, c'est près des centrales et tout. Ah ouais, mais vous voulez quand même pas appeler elle appelle le ministère. Tu vois tout je fais tout un truc et à la fin tu as un slogan qui dit bref, pour avoir des pilules d'iode il faut habiter près des centrales. Voilà. Déménageons près des centrales. Parce qu'il y a Antoine qui dit oui, mais enfin bon, il faut 1 heure pour absorber l'iode, donc c'est ici à Bruxelles qu'il faudrait distribuer l'iode. Tu vois, enfin, il démontre tout le système. Ou alors il va sur un marché aux légumes. Le marché est fini, alors il prend des oranges, il en met dans ses poches, et puis tu le vois qu'il rentre au Sénat. Et qui a rendez-vous avec un sénateur. Donc tu sais que dans sa poche, il a des oranges qu'il a piquées sur un truc parce qu'il est clochard. Et le sénateur croit que c'est un vrai travailleur du nucléaire. Enfin, et tout est comme ça. Il y a 22 épisodes comme ça. C'est du grand délire. C'est drôle, c'est informatif et tout. C'est comme ça que j'ai commencé mes trucs, quoi. Ça date de quand, ça? Ça, c'est 2006-2007. Et puis j'ai attaqué RAS sur les travailleurs du nucléaire. Puis j'ai fait en 2012 Tchernobyl Forever. Ouais. Et puis là, j'avais décidé d'arrêter. Et tu l'as vu? T'as pas le temps? Ouais. J'ai décidé d'arrêter le nucléaire, ça commençait à me faire chier. Tous mes copains, j'arrivais,
c'était marqué sur mon front nucléaire, il me parlait que de ça. T'es pas contaminé, oui, j'ai toujours été un mec brillant, enfin bon, j'en avais marre de toujours raconter les mêmes conneries. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais 2 semaines après mon mixage de Chernobyl Forever, il y a Fukushima qui pète. Et arrive la chose que j'ai toujours redouté qui nous arrive à nous, et pour laquelle je m'étais mis en mouvement. Donc j'ai été obligé de faire encore un film. J'en ai fait 2, parce que j'ai fait toute la série, les récits. Ouais. Alors là, je m'étais juré d'arrêter, et puis... ça recommence. Non. Ça continue. Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais je prépare un film sur Taro Yamamoto. D'accord. Tu vois qui c'est? Non. C'est un acteur japonais qui était une vedette, et qui, au moment de Fukushima, s'est retrouvé embrigadé, il s'est retrouvé par hasard à la tête d'un mouvement dans une manifestation à la préfecture de Saga, et toutes les caméras des télévisions étaient là, et donc il est passé pour le chef des antinucléaires. Pour le leader. Oui, et donc il s'est fait virer de tous les studios de cinéma et de TV, puisqu'ils sont tous à la botte des grosses entreprises, du gouvernement et de TEPCO. Il s'est fait virer. Et alors, bon, comme il n'avait plus rien à faire, il est devenu, de fait, réellement le leader, un activiste, enfin, pas le leader, parce qu'il y en a plusieurs, mais un des grands activistes japonais. Et puis, comme il n'avait pas de boulot et tout, et puis qu'il voulait agir, il a fini par devenir politicien. Il s'est fait élire avec 600 000 voix. Mais où? À Tokyo. D'accord, ah ouais. D'accord. Et puis, une fois élu, il s'est battu pour les gens de Fukushima, pour les enfants, pour les travailleurs. Et quand il a appris que la ville de Tokyo avait été choisie pour les Jeux Olympiques, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Il a dit, mais c'est pas vrai, quoi, c'est un monde de fous. Et donc, il a fait un truc interdit. Il a remis une lettre à l'empereur. Ah voilà, c'est ça, d'accord. Ok. Là, je fais le lien. Tu fais le lien? Voilà, ça y est. C'est lui. Je le fais là, c'est lui. C'est lui. Et c'est une chose incroyable. Incroyable. Oui. Ça n'est arrivé qu'une fois dans 1200 ans d'histoire de la dynastie. Incroyable. C'est un mec qui a fait ça en 1901 pour les mêmes raisons que Talo. Parce que une mine de cuivre avait pollué toute une vallée, et le mec a pris la défense des habitants et est allé prévenir l'empereur. Donc ces 2 hommes, à plus d'un siècle de distance, se battent pour la population, pour des raisons de contamination, de pollution. Et ça a fait un immense scandale. On a beaucoup plus parlé du scandale du fait qu'il ait transgressé un tabou, plutôt que de parler du contenu de la lettre. Et donc moi je fais le portrait de Taro, mais faisant son portrait, je fais un portrait du Japon. Et j'ai commencé à creuser où en est le Japon, et pourquoi le Japon est là où il en est maintenant, et donc où va-t-il aller? Oh, les enfants. Ça c'est du méga flip, hein. Parce que Fukushima, dans ce cadre-là, c'est peanuts. C'est juste la métaphore de l'ensemble de la situation. C'est juste le reflet. Un symptôme. Oui, c'est un bouton sur le nez du visage japonais. C'est un symptôme. Mais c'est aussi le reflet, c'est-à-dire que les réacteurs peuvent à tout moment s'écrouler. Enfin, maintenant c'est un peu moins dangereux puisqu'ils ont renforcé le 4, mais enfin bon, quand même, il reste un danger par rapport aux piscines. Il suffit d'un grand tremblement de terre et on est mal. La société japonaise et l'ensemble de son économie, etc., ou la guerre avec la Chine, dépend de pas grand-chose, parce que le Japon est occupé à répéter son histoire. On est dans l'équivalent des années 30 au Japon. Retour du négationnisme, d'une volonté de réarmer le Japon, loi liberticide, économie dans un état désastreux que seule une économie de guerre pourrait relancer, etc. Bref, hyper flippant. Et quand tu vois ce qui vient de se passer en Ukraine, tu te dis, oula les enfants, il se passe des trucs dans le monde là actuellement assez gravos. Que je suis même pas sûr que je pourrais faire mon film, quoi. Mais voilà, donc c'est un film où le nucléaire est présent, mais je n'en traite pas plus de 20%. D'accord. Voilà. Donc je sors... Comme un symptôme. Voilà. Je sors du nucléaire de cette façon-là, disons. Mais ça fait que ça fera, quand j'aurai fait ce cinéma, ça fera quand même 7-8 ans. Que ça.
que je suis occupé à faire des. T'as commencé le tournage là du film sur Yamamoto? Non. Je commence. Je suis dans l'écriture est faite. Je suis dans l'écriture. T'es dans l'écriture. Ouais, c'est vraiment l'écriture. Ouais. Et Talo est d'accord. Ouais. Et ça, c'est déjà exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Et alors, je me suis demandé pourquoi il avait accepté finalement. Et je pense qu'il a accepté parce qu'il a besoin d'une certaine notoriété à l'extérieur pour commencer pour se défendre. Parce que au lendemain de l'histoire de la lettre, il a reçu des lettres de menaces. Une lettre avec un couteau, une lettre avec des balles, etc. Et quand tu sais ce que je sais maintenant, tu te rends compte que l'histoire du Japon est totalement liée à la CIA. Alors, je ne fais pas du délire, je ne suis pas comme ça, je ne fais pas du délire complotiste, mais j'ai les évidences, j'ai des preuves. Le Japon est totalement piloté par la CIA et les États-Unis depuis 1945. Et le destin du Japon est lié au destin des États-Unis depuis 1853, date à laquelle Perry, le commandant américain, est venu impressionner le Japon avec ses bateaux. Et tu te rends compte que la maladie du Japon, que j'ai identifiée, c'est une maladie d'identité. Ils ont perdu leur identité. En s'ouvrant, il y a 100 ans, 150 ans. Ils ont vraiment perdu leur truc et ils ont pété un plomb. Ils ont eu peur, si tu veux. Ils ont eu très peur en voyant les Américains. Et cette peur a déclenché un réflexe de protection où ils se sont développés en 30 ans, mais comme personne, quoi. Ils ont développé leur industrie à une vitesse VV', ils ont développé leur armement à une vitesse VV', et ce pays qui a toujours été concentré sur l'île, soudainement, explose et devient complètement impérialiste, expansionniste, annexe la Corée, lâche un bout de la Chine, fait la guerre et gagne la guerre contre la Russie, et il rentre dans un délire qui mène à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et il faut 2 bombes atomiques pour qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, le regard d'extrême droite, très fort. Oh, terrible. Très très fort. C'est les personnes que je connais sur place et que j'ai rencontrées sur place ont peur de ça. Ah oui, ils t'ont parlé de ça. Ah oui, c'est quand ton dernier voyage? C'était en 2012, moi. C'était il y a longtemps. Hein. Ouais. C'était toi qui étais. Hein. C'était vraiment. Ah oui, on était ensemble. Oui, en mai 2012. Ouais. Mais on reste en contact depuis. Oui. Avec qui? Wataru? Non, ouais, pas Wataru, non, avec Otomo Yoshihide, ceux qui s'occupent du festival Fukushima. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. En fait, je suis en lien avec eux depuis 2011. Donc, c'est un collectif d'artistes. C'est un collectif d'artistes qui est originaire de Fukushima. Donc, ils œuvrent chacun dans leur spécialité. Donc, il y en a Otomo Yoshihide, c'est une figure de la scène expérimentale japonaise qui tourne dans le monde entier. C'est un copain de John Zorn. Enfin, c'est toi. Ah ouais. Voilà. Et voilà. Donc c'est, John Zorn. Voilà. D'accord. Mais moi, c'est pas John Zorn que je suis dans ce projet-là. Hein. Ouais. Parce qu'il m'avait invité à New York à enregistrer un concert. Tu connais John Zorn? Ah, oui, c'est comme ça qu'on s'est. C'est parce que je travaillais avec lui. C'est un pété, lui, voilà. Non? Ah ben lui, il est à fond dans le projet. Il est à fond dans cette conscience-là. Enfin, c'est un vrai militant, lui. Hein. Bon, ça reste un musicien. Hein. Il fait pas de long discours, mais par contre, chaque fois qu'il peut faire un concert de soutien ou une alerte, il le fait. Et en 2011, moi, je suis venu dans ce sujet-là, en fait, dans cette thématique-là, à l'invitation de George Zorn, avec qui je travaillais par ailleurs sur un programme radio. Et il m'a dit, mais viens à New York, parce que je monte le 15 août une soirée de soutien avec tout ce que New York compte de musiciens japonais. Et c'est en lien avec un festival qui est en train de se faire dans l'urgence absolue à Fukushima City, monté par 3 personnes, donc Otomo Yoshihide, Ryoshi Wago, qui est poète-écrivain, qui est originaire, qui continue de vivre à Fukushima, et Michiro Endo, je ne sais pas si tu connais lui. Aucun des 3, c'est bizarre. Alors lui, croisé du monde, Michiro Endo, c'est une star de la musique au Japon. Mais apparemment, toi, tu es rentré par... C'est intéressant, tu es rentré par une filière... Toi, tu es rentré par la filière artistique. Ah oui, une filière artistique. Et moi, je suis rentré par la filière activiste politique. Voilà, c'est vraiment un autre goût, mais les gens se rendent compte, en tout cas, la préoccupation. Ah oui, sûrement. Parce que mais moi, je ne les ai pas rencontrés.
Et Yoshihide, mais il faut que tu le rencontres parce qu'il est notamment là, il est en train de préparer son festival, donc là il est beaucoup plus sur Fukushima. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas appris Welcome s'ils sont c'est pas un festival non, mais attention, c'est un festival, c'est très particulier. Hein, donc c'est à chaque le principe de chaque édition en fait, c'est d'associer la population à un événement musical. Ah oui, ok. Voilà. Okay. C'est un festival de musique. De musique. D'accord. Hein. Ouais. Et donc, il crée un orchestre, mais c'est un orchestre avec, on va dire, 500 musiciens, qui va de l'enfant, du petit écolier. C'est mon copain Michel. À des pointures. Ça. Tu vois, c'est. J'ai un pote musicien qui fait des trucs comme ça. Mais il y a des choses sur le net qui tournent là-dessus. Alors, je vous cherche si j'ai des chips ou un truc comme ça. Peut-être parce que j'avais ça. Alors, c'est ma copine. Et Yoshihide, sa crainte, donc les 2 premières années étaient liées au nucléaire lui-même, à la catastrophe elle-même. Enfin, ils étaient à la fois en colère, ils étaient dans l'émotion, et puis dans la peur technique, tu vois. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment, il dit, moi je continue ce festival parce que je sens que la société est en train de craquer. Ah bah c'est marrant. Elle craque. Ah ouais. Elle craque. J'ai une interview de lui, je te la passerai, hein, une interview de lui en anglais, où il ne parle que de ça. Il dit, mais je vois le truc, la faille se faire sous nos yeux. Avec d'un côté un repli nationaliste affreux. Ah bah t'as la même analyse que moi. Violence. Voilà. C'est de ça que je parle. Voilà, écoute, et ça c'est une interview que j'ai faite avec lui en 2012. Parce que, comment dire, les gens sont obsédés par le fait que la radioactivité casse l'ADN ou les cellules. Mais la radioactivité casse bien plus que ça. Elle casse la société. Elle casse la société. Elle casse tout ce qui ne tient pas dans la société. Exactement. Chaque fois qu'il y a une faille, elle va là. Tout agrandir. Absolument, absolument. Absolument. Et ce qu'il y a d'hallucinant, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup étudié l'histoire, enfin je fais de l'aïkido depuis 25 ans, donc je suis quand même lié à la culture japonaise depuis un petit temps, mais j'ai ressenti le besoin de vraiment étudier l'histoire du Japon, pour vraiment voir les relations de cause à effet, pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement. Parce que sinon tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les Japonais réélisent le maire de Tokyo, dernièrement, pour parler de l'actualité, pourquoi est-ce qu'ils élisent le maire de Tokyo qui est pro-nucléaire, alors qu'ils avaient 2 alternatives anti-nucléaires? Et ils vont choisir le mec du parti d'Abe, pro-nucléaire. Attends, alors il y a plusieurs hypothèses. Ou bien les Japonais sont cons, hein, ou bien les médias... ou bien les médias font très bien leur boulot, ou, troisième hypothèse, les élections sont truquées. Et je pense que les 2 dernières hypothèses sont très très plausibles, et même peut-être les 2 en même temps. Et parce que je n'ai plus aucune confiance dans la démocratie. J'ai un ami japonais qui m'a expliqué, et je dois encore enquêter là-dessus, c'est pas clair. C'est pas comme en France ou en Belgique le système électoral. Il y a une société privée proche du PLD, donc le parti de Abe. Une société privée qui est chargée de l'organisation et du contrôle de l'élection. Ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, de machin, comme en France ou en Belgique. Il y a très peu de contrôle. Donc, attends, excuse-moi, mais en plus, si tu lis l'histoire, tu vois que en 1957, les Japonais élisent le grand-père d'Abe, Kishi, qui est un ex-criminel de guerre. Et en fait, j'ai analysé, c'est un type qui a été placé par la CIA pour implanter le nucléaire au Japon. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est en pleine tragédie shakespearienne, quoi. Et donc c'est de ça que... Ça remonte à loin, oui, c'est pas une génération spontanée. Oui, donc il faut comprendre ouais, ça. Et donc il faut comprendre que c'est hallucinant, mais le Japon est complètement... c'est pas vampirisé le terme exact, il est sous influence, il est hypnotisé, il est comme bouffé par un virus depuis des années, depuis très longtemps en fait, depuis 1800 et des, par les Américains, par un virus qui s'appelle USA. Alors quand tu regardes ça, tu dis « Oh, c'est dingue, c'est japonais, tout ça ».
puis soudainement, tu fais après, hey, wait a minute, qu'est-ce qui se passe chez moi? Et c'est ça qui est intéressant. Je travaille sur le Japon, et c'est beaucoup plus facile de voir les failles. Parce que tu dis, oh, le japonais, machin et tout, tu vois. Puis ouais, attends. Quand tu prends un peu de recul, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle quelque chose, qu'est-ce qui se passe chez moi là? C'est très flippant, vraiment. Par exemple, on parle... Parce que ça pose la question de la réception de ton travail au Japon, ça. Comment est-ce qu'un japonais peut comprendre ton travail? Alors, le film que je suis occupé à faire... C'est marrant que tu dises, oui, ça va finir par éclairer ce que nous sommes, nous. Ouais, ah oui. Et alors, comment est-ce que les Japonais... je sais pas. Tes précédents films, comment est-ce que ça a été reçu? Ici, pas bien. Ah, voilà. Parce qu'ici, je sais à peu près comment ça s'est passé. Il a eu un bon écho dans un petit festival à Tokyo. Festival des droits de l'homme, ou je ne sais plus quoi, enfin, un truc, j'ai oublié même quoi. Où il était projeté dans l'après-midi, il devait y avoir 30 spectateurs. Mais il a eu un bon écho. Et mes amis japonais ont tous été extrêmement troublés par le film. Mais ce film a été refusé par la NHK. Alors que la NHK avait pris mon film précédent, Chernobyl Forever, qui avait diffusé Chernobyl Forever en prime time. Autrement dit, je me payais, je ne sais pas combien, mais ça doit être 10 millions de spectateurs, quoi. Eh ben non, ils ont dit non à Welcome to Fukushima. En trouvant des prétextes hallucinants. Hein. C'est-à-dire tout sauf les bons prétextes, c'est ça? Oui, enfin, il y avait des fautes d'orthographe dans les sous-titres japonais. Oh, ça c'est... Soi-disant. Ça c'est une grave erreur pour les Japonais. Et le film était partisan et ne faisait que répéter des choses qu'on savait déjà. Ah voilà. Ah bon. Donc ça nous fatigue. Donc ça fait du stress inutile. Oui. Donc, oui. Enfin, ça, mais c'est vraiment... le message ambiant, ça. Ouais. Mais c'est... enfin, tu connais cette expression japonaise, lire de l'air. Hein. Tu connais ça? Tu t'as entendu parler de ça? Non. Lire de l'air, ça veut dire... tu dois lire dans l'air, tu dois voir dans l'air ce que tu peux dire ou non. Donc il y a toujours des concepts communs à tous les Japonais, et tu ne peux jamais qu'exprimer ces concepts-là. Si tu exprimes un nouveau concept par rapport à ce qu'il y a dans l'air, alors là, tu déranges terriblement, c'est très mal vu. Très mal vu. Et d'ailleurs, c'est compris dans la langue japonaise. La langue japonaise te permet de changer d'avis au tout dernier moment de ta phrase. Donc, par exemple, je vais dire, on est en séance de travail, il est 4 heures l'après-midi, vous venez me visiter, on est en séance de travail à Tokyo, on fait du business, il est 4 heures, moi j'ai envie de boire un verre, hein, c'est l'heure où d'habitude je bois un verre, mais je ne suis pas sûr que vous allez boire un verre. Donc je vais dire la bouteille de whisky au frigo, et je vais faire des circonvolutions, tout ça. Je vais regarder votre tête si vous faites. Vous voulez sûrement que je l'ouvre. Et ça, cette question vient en toute fin de phrase. Mais je peux aussi dire, la bouteille dans le frigo, mais c'est absolument pas l'heure de l'ouvrir, hein, bien entendu. Parce que j'ai vu que pendant que je disais ça, vous faisiez comme ça. Autrement dit, tu ne peux que exprimer des choses... Ouais, l'opinion générale. L'opinion générale. C'est rien d'autre que ce que fait TF1 d'ailleurs, hein, parce qu'on dit toujours les Japonais, mais TF1 fait la même chose. Ça veut dire que NHK traduit l'opinion générale. Absolument. Ils n'en veulent plus. Oui. Non, c'est une question, ils n'en veulent plus. Non. Et comment dire? Alors que ça continue. Il y a un truc que je dois encore essayer de comprendre, qui est pourquoi nous, les humains, mais en particulier les Japonais, parce que maintenant je vais dire comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne veut absolument pas se souvenir? Pourquoi est-ce qu'on ne veut absolument pas voir la réalité des choses? Et c'est très grave, c'est très dangereux. Pour les Japonais, non seulement ils ne veulent pas voir la situation actuelle, qui est catastrophique, parce que si je prends rien que l'exemple de la démographie et du problème des pensions, ils vont dans le mur, je ne sais pas, dans 3 ans. Dans 3 ans, ils sont en cessation de paiement. Tu vois, je prends juste ce problème-là. Hein. Un des 40 000 problèmes. Alors, bon, ils vivent vraiment au jour le jour et ils ne veulent pas se souvenir, ils ne veulent surtout pas se rappeler qu'ils ont eu des responsabilités pendant la guerre. Et en fait, toutes les maladies viennent de là,
Mais pourquoi est-ce que le japonais est comme ça je ne sais pas. Pourquoi il refuse de se souvenir? Mais le français ne veut pas se souvenir de la guerre d'Algérie, il ne veut pas se souvenir de Vichy. Les Belges ne veulent pas se souvenir de Léopold II qui a coupé les mains à 1 million de Congolais. Et ça nous entraîne des problèmes. Tout ce dont on ne veut pas se souvenir nous entraîne des problèmes. Donc voilà, c'est un film sur ça que je prépare. Donc c'est costaud parce que c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais, oui, c'est plus complexe. C'est complexe, ouais. Mais les autres films faisaient vraiment la part belle au témoignage. Laurent a regardé un petit peu là ces derniers jours les derniers films. Donc c'était vraiment à travers le prisme du témoignage. Et du coup, on avait une visibilité à travers des paroles qui étaient recueillies. Paroles fortes à chaque fois. Enfin, c'était pas n'importe quelle parole. Enfin, voilà, c'était pas n'importe qui tu allais voir. Tandis que là, ça m'a l'air un peu différent, comme une mise en perspective. Ça va être avec un personnage principal, déjà. Et ce qui est génial, c'est qu'il est acteur. Donc, ah putain, là, je vais m'amuser. Parce que si on est un peu en connivence, je peux faire des trucs très très belles, du genre, des trucs très très beaux, du genre, commencer tout le film avec une voix off, qui dit je, hein. Et c'est lui. Et à un moment donné, le retrouver en studio son, avec un beau Neumann, tu vois, un bel éclairage, qui dit sa voix off, et puis qui sort du studio, et tout le restant du film, il est en rapport direct. Enfin, je peux faire des trucs absolument inouïs, puis c'est un acteur, quoi. Ah, je vais m'amuser. Tu vois, si je lui demande de regarder par la fenêtre, à quelqu'un d'autre, tu dis, on peut faire une scène près de la fenêtre, et puis tu peux pas le mettre en scène. Ici, je peux vraiment, avec sa complicité, créer des choses assez intéressantes, quoi. Donc, faire quelque chose d'un peu plus contemporain, plus risqué au niveau formel, quoi. Donc, ça m'excite assez, quoi. Alors, tu as des financements? Ben non, je commence. Tu peux faire un appel? Je commence, hein, j'écris. C'est très long à écrire un film comme ça. Hein. C'est déjà des dizaines de pages. Non, c'est long. La construction est très difficile. Mais là, j'ai trouvé. J'ai la carburation. Normalement, dans une semaine, j'ai fini. Bah là, tel que tu en parles, pour moi, le film est fait. Hein. Ouais. Oui, tel que tu en parles, il est écrit. Oui. Les concepts sont clairs. Oui, je le vois. Enfin, en plus, il y a une métaphore extraordinaire. Ce type, pendant des années, est acteur. Donc, il est dans le cinéma. Et soudainement... Il chute. Il sort du cinéma. Il est mis à la porte du... Et donc, ça pose la question aussi, qui est une des questions que je me suis toujours demandé, c'est est-ce que le cinéma sert à juste distraire du réel ou sert à révéler le réel? Et c'est un des thèmes que moi je traite dans le film, sans en parler. Si tu veux. C'est un des trucs qui me préoccupe. Est-ce que mon film sert à protéger Talo? Est-ce que mon film sert à ouvrir les yeux des Japonais et nos yeux, ou est-ce que c'est juste une distraction de plus tu vois, c'est là, ça a toujours été là dans tout ce que je fais, mais ça, le sujet s'y prête encore mieux, quoi. Donc c'est très excitant. Mais à côté de ça, il y a... j'ai été happé par le problème des Afghans. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. J'ai un peu suivi, mais uniquement à travers toi. T'as regardé les films? T'as vu les films? J'ai pas vu les films. T'as pas vu les films? Non, j'ai vu tes posts sur Facebook. Ah ouais. J'ai vu que tu avais une... je vous montre aussi alors un truc de 3 minutes. Ça n'a rien à voir avec le nucléaire, mais bon, finalement, c'est... Et on en a parlé un peu avec... un tout petit peu avec Karine. Ah ouais. Avant-hier. Comme j'étais en Afghanistan en 81... quand j'ai appris qu'il y avait des Afghans qui étaient dans des problèmes ici à Bruxelles. Mais alors, est-ce que c'était comme à Paris? Ils étaient dans une église, c'est ça? Ouais. À Paris aussi? À Paris, il y a eu ça a été un épisode emblématique. Hein. Ah bon?
sommes ici à l'église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage, qui a été édifiée en 1657, 1657, par Lucas Feder. On est dans un style ici, baroque tardif, un peu néoclassique quand même, hein, parce qu'il y a une tendance, vous voyez, on va retrouver ici les colonnes des chapiteaux, l'œil de bœuf, the eye of the beef. Et donc, on a essayé d'avoir une sorte d'harmonie quand même entre deux styles. Hein. Venez. On a eu de la chance, hein. En 2000, on a eu un incendie, figurez-vous, et on s'en est fort bien sorti. Nous avons eu droit à une restauration pour laquelle nous avons reçu 3000 ardoises d'Espagne, from Spain, hein, et également du bois de Loire, hein, de wood from Loire, France. Et vous pouvez voir que ça nous a permis de conserver cette merveilleuse harmonie de cette architecture à la fois baroque et néoclassique. Alors, sur votre droite, ici, vous pouvez voir le maître-autel qui est d'époque Louis XVI, hein, Louis the XVI. Hein, et donc, vous voyez, c'est un style assez chargé, mais qui, malgré tout, de la Renaissance, permet de rejoindre maintenant les confessionnaux qu'on va pouvoir voir. Il y en a 6 confessionnaux, vous allez voir, qui sont magnifiques et qui sont illustrés par des images illustrant donc des allégories féminines avec des objets liés au sacrement de la réconciliation. Mais là-bas, vous pouvez voir en haut des fonds baptismaux une statue qui date de 1664, ça veut dire 1664. It's 1650, yeah? 1650? Yeah, 1650. It's 1650. Yeah, 1650. Je crois qu'il a raison, c'est 1650. Après, t'as l'explication. J'en ai fait 2 autres. Si vous aimez, je vous en montre alors les 2 autres. Parce que... Ah oui, tout à fait aussi pété. C'est de l'humour belge typique. Mais c'est ce que j'allais dire. En France, c'est impossible. Impossible de faire ça. Ça n'existe pas. Ouais, parce que nous, on a en fait un petit mélange d'Angleterre chez nous. C'est incroyable. Zot, c'est dire fou. Donc, Zot commando, en flamand, bruxellois. Papieren, suivez-moi. Notre Premier ministre a un nœud papillon toujours comme ça. Ouais. Je viens tout droit du cabinet. Papier. Thank you so much, because without paper we are in deep shit. Papier. Par ici, papier, t'as tes papiers. Tout droit du cabinet. Alors, la ministre s'appelle De Bloc. Il y a des blocs et des blocs de papier. La ministre qui fout la merde, ça s'appelle De Bloc. T'as vu un peu le délire, le souk qu'on a été foutre dans l'église. Et alors les albums qu'on voit là, ah oui, c'est eux. Ils se prêtent à ça. Ah mais moi j'ai comment dire, j'adore faire ça. J'ai fait plein de trucs fous avec des j'adore faire jouer des amateurs, quoi. J'adore ça. Je suis passablement fou aussi. Je me demande comment des Français vont recevoir ça. Bonjour. Si je vous dis vallée du Panchir, Kaboul, Ben Laden, Tora Bora, Afghanistan, Magui de Bloc, vous pensez au matelas moula, évidemment. Quelles sont les caractéristiques du matelas moula? Eh bien, le matelas moula est dur ici et moula. Et d'ailleurs, pour preuve, je vais vous en donner plein. J'ai ici, à côté de moi, un vieux utilisateur qui vient d'Afghanistan et qui attend des papiers depuis des années. Monsieur s'appelle Abdel Khalek. Monsieur, depuis combien de temps vous attendez des papiers? Montrez un petit peu aux spectateurs. Depuis combien de temps vous... Voilà. Des années qu'il attend ces papiers. Et rien du tout. Et pourtant, heureusement qu'il a le matelas moula. Et d'autres utilisateurs ont utilisé les matelas moula parce que
Il n'y a plus aucun problème pour attendre ces papiers. N'est-ce pas? On peut attendre longtemps. On peut attendre indéfiniment. L'éternité, si on veut. Le mettre la moula, le plaisir d'attendre. Le plaisir d'attendre. Son hommage. C'est un truc. J'adore l'humour comme arme citoyenne d'attaque massive, quoi. J'adore ça. Et Antoine Citoyen, il y a franchement des épisodes qui sont aussi délire que ça, quoi. Ouais. C'est fort, ça. Ouais. Ça c'est tout récent, alors. Ça date d'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est demain, je devais recueillir le témoignage d'un des Afghans. J'en ai déjà fait 3. Et puis, il peut pas, c'est très compliqué. Et donc, c'est reporté. Mais enfin, bon, je compte recueillir une dizaine d'histoires, leur histoire, alors les enfants. Ça, c'est du fort de chez fort. C'est hein. du lourd. Ouf, c'est de l'hyper lourd. De l'hyper lourd. Ce que ces gens ont traversé pour arriver ici, c'est hallucinant. Et ce qui a fait qu'ils sont partis, qu'ils ont décidé de partir, c'est hallucinant. Et donc, je ne comprends pas qu'on ne les accepte pas tout bêtement, quoi. Et en plus, ils sont super chouettes, quoi. Super chouettes, vraiment des chouettes gens, quoi. Donc voilà, je me bats à leur côté, mais la lutte semble perdue. Hein, on est mal barré, quoi. La Belgique est occupée à devenir un pays de facho, putain. Et ça m'inquiète parce que la Hollande aussi, la France aussi, la Hongrie aussi. Là, il va y avoir des élections, là, ouais. Ça peut pas faire bouger un peu les lignes. Ça va être terrible. Chez les Flamands, il faut se dire qu'actuellement, il y a 3 Flamands sur 4 qui votent à droite. Et que chez les francophones, il y a 1 francophone sur 2, grosso modo, qui vote soi-disant à gauche, mais cette gauche est à droite. Donc, c'est la social-démocratie. Ouais, enfin, c'est comme Hollande, président socialiste. Et mon cul, ouais. Il est pire que Sarko. Je trouve que c'est encore plus puant. J'aimais pas Sarko, mais Hollande, je le méprise profondément. On regrette Sarkozy en France. Ouais. Presque, c'est ça qui est fou. Parce que Sarkozy, t'avais encore le droit. On regrette Sarkozy en France. T'avais encore le droit de te foutre de sa gueule, puisqu'il était de droite. Hollande, t'as presque un souci identitaire, schizophrène à le critiquer, mais t'es obligé de le critiquer, mais tu te sens coupable. Enfin, c'est encore pire, quoi. Et c'est pour ça, moi, de toute façon, j'ai jamais été démocrate, je ne le serai jamais. Ça va pas commencer demain. Je suis anarchiste. Voilà. D'où le fil sur le Japon. Oui. C'est le point de vue d'un anarchiste. Oui, quelque part. Mais l'anarchiste, il faut bien s'entendre sur les mots. Hein. L'anarchiste, c'est celui qui considère que toute la responsabilité revient aux citoyens, pas aux politiques. Et qui prend donc sa responsabilité dans la société. Ouais, qui y va. Ouais, moi j'appelle régulièrement des parlementaires. Je ne suis pas démocrate, mais j'appelle régulièrement des parlementaires pour les engueuler. Ou pour leur dire mon avis, ou finalement je fais un travail de démocrate. Tu fais le travail qu'ils ne font pas. Que ne font pas les gens qui ont voté. Les politiciens, je suis encore en accord avec le fait que... Je peux encore leur reconnaître le fait qu'ils participent à la démocratie, enfin à la vie de la cité. Même si c'est souvent pour en profiter, mais quand même, ils participent à la vie de la cité. Mais la plupart des citoyens, ils y participent 5 minutes tous les 4 ans. En fait, mon maître d'aïkido dit que la démocratie, ce n'est que de changer de dictateur tous les 4 ans, quoi. Avec en plus l'assentiment du peuple. Ah oui. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Ouais. Dans quel monde vivons-nous? Et tu as des projets radio aussi? Mais comme j'en avais marre du nucléaire, j'avais décidé il y a 6 mois... Alors voir ailleurs. Oui, de faire un truc pour me laver la tête, quoi. Et donc j'ai écrit une émission radio sur le vent.
Et tu parlais de Jory Stevens, j'étais étonné que tu le connaisses, parce qu'il y a peu de gens qui connaissent... enfin, oui, quand même. Mais enfin, bon, ça ne court pas les rues quand même. Et ça m'a toujours... En fait, le point commun avec la radioactivité, c'est que c'est invisible. Tu ne vois que les conséquences. Et comme je suis assez attiré par l'invisible, le vent, ça m'a fasciné. Et donc, j'ai des copains qui ont des coopératives d'éoliennes, etc. Donc, je m'étais dit que j'allais faire un truc sur le vent, mais un truc assez poétique. Et donc, l'héroïne principale du docu radio, là, c'est une petite fille de 8 ans, Zoé, qui est une espèce d'Alice au Pays des Merveilles, si tu veux. Et elle monte sur l'échelle de Beaufort, et fatalement, plus tu montes sur l'échelle de Beaufort, plus le vent est fort. Hein. Et donc, le vent l'emmène au Mexique, où elle rencontre un ingénieur du son qui lui parle de comment il enregistre le vent. Parce qu'il a une moumoute pour protéger son micro du vent, mais alors comment il fait pour enregistrer le vent? Enfin, tu vois. Et puis, elle rencontre... elle arrive à revenir en Europe sur un bateau à voile. Et puis elle prend un ballon, et puis elle rencontre un climatologue, et puis elle monte en haut d'une éolienne. Enfin, bon. Je fais tout un circuit avec elle, où on passe à travers vraiment plein de domaines liés au vent, de façon un peu ludique. Et c'est un truc qui va pouvoir servir pour distraire les adultes, comme ça, tranquille à la radio à 10h du soir, tu vois, ce sera sympa. Où on passera aussi du temps à écouter des vents et tout ça. Mais ça pourra très bien servir aussi dans les écoles pour les enfants en une heure. C'est la même chose. Donc là, tu as écrit le projet. Ça, j'ai écrit et j'ai commencé à enregistrer. D'accord, donc tu as commencé toi. Ouais. Bon, c'est 6 ou 7 jours d'enregistrement. Ouais. Mais là, j'ai eu des subventions et tout ça. Je suis content, c'est ma première émission radio. Et c'est très très gai, hein, parce que je suis pas lié à cette putain d'image. C'est merveilleux, tu peux tricher comme tu veux. C'est gai. C'est gai, oh là là. C'est très très gai. Et le montage, j'ai toujours adoré le montage son. Donc je le fais aussi moi-même et j'adore ça. Ouais. Et toi, quand est-ce que tu retournes au Japon? Écoute, moi j'attends un financement là. Un financement? Ouais, j'attends un financement qui va décider de la chose ou pas. Mais je fais comme si je l'avais en fait. Je fais comme si je l'avais. C'est le meilleur moyen. Hein. Bah exactement, donc je suis en train de et ce sera pourquoi moi, je suis toujours sur la même lancée en fait. Hein. Et je suis vraiment ancré. C'est toujours les mêmes rails depuis 2011 en fait. Hein. Je suis en lien avec ces gens du festival et c'est voir ce qu'ils deviennent eux en fait. Hein. Mais quoi, tu fais alors donc des interviews Voilà, interviews et puis alors tout j'allais dire tout ce qui fait sens dans le projet, c'est que je demande à des artistes de faire des contributions. Alors soit à partir des sons que je prends moi. Alors, dans ces sons il peut y avoir de la voix, mais il peut y avoir aussi du fil recording. Hein. Soit de créer des pièces spécialement pour le projet. Il y a une 50aine de contributeurs qui ont participé, donc des gens connus, pas connus. Voilà. Et ensuite, ça, c'est comme un objet, et je réponds à des invitations. Là, cet été, on va être pendant tout l'été, on va être dans un centre d'art en France, qui s'est spécialisé sur les questions environnementales. Et donc voilà, tout ce projet-là va être donné en écoute en fait. Donc, là, le festival, là en mai, je reviens en mai à Bruxelles. Ah ouais. Pour le festival monophonique, donc que produit la CSR. D'accord. Voilà. Et il va y avoir une carte blanche pour le projet. Ah ouais. Voilà. Il faut que tu me Ah bah bien sûr, ouais, bah ça, parce que j'adore. C'est à Scarbeck, hein, c'est dans les halles de Scarbeck. Hein. Mais alors, vous faites écouter ça au public, qui est assis, qui écoute. Alors là, il va y avoir une séance d'écoute. C'est en quadriphonie ou... Oui, alors ça système. Alors, elle m'a décrit la chose. C'est en quadriphonie. Hein. Alors, on est entouré de son. On va être entouré de son. Alors c'est il y a des enceintes très spéciales. Voilà, apparemment c'est quelque chose d'assez fort. C'est gai, hein. J'ai assisté dernièrement à une présentation d'une radio dans un cinéma. Tout le monde est assis, lumière s'éteigne et t'as la radio qui commence. Voilà. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors moi j'en ai fait plusieurs. C'est très étonnant. C'est vraiment. Pour moi c'était nouveau. J'en ai fait à Fukushima de ça. Ah ouais. J'ai fait ça à Fukushima City en lien avec l'université. Ah wow. Et on a fait une séance d'écoute publique comme ça. Et on a fait une au carré d'art. Et là ça va être ça. Donc séance d'écoute publique. Je donne 2 pièces en intégralité
une pièce d'une japonaise, Tomoko Miyama, une pièce d'un Américain qui vit la moitié de l'année au Japon, la moitié de l'année aux États-Unis. Et que eux, je les avais invités à l'INA GRM pour créer leur pièce. T'es en relation avec l'INA? Oui, ils sont partenaires du projet depuis le début. Ils ont ouvert les... Cool d'être rentré là-dedans. Voilà. Et c'était les seuls, je veux dire. Donc, ils sont partenaires du projet. Non, le financement, c'est 100% moi. Mais tu vis comment, là? C'est pas moi, je vis d'autres choses. Moi. Ah ouais? Ça, c'est... Heureusement que je vis d'autres choses. Je travaille comme directeur d'une centrale nucléaire. Voilà, exactement. Ça pourrait être ça. Mais disons que heureusement, je gagne ma vie par ailleurs. Ah ouais. Heureusement. Ça me permet de faire ça. Oui, non, moi je suis sans chômage, rien. Voilà, mais si je faisais que ça, je serais comme ça. C'est extrêmement pénible. Voilà. Je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je sais qu'en France c'est très compliqué. Moi je cours après le pognon perpétuellement depuis 25 ans. Je suis tout le temps. Mais bon, j'y arrive. Ouais. Je croise les doigts. Oui, parce que les projets sont faits, ils sont beaux. Et puis oui, mais enfin, même que tu vois, je commence à avoir un certain nom dans le documentaire, pas auprès du public, mais dans le milieu. Ouais, mais ça suffit toujours pas pour financer automatiquement mes films. Hein. Par exemple, quand tu remets un dossier au ministère, il y a 30 projets en documentaire. Il faut tomber dans les 3-4 premiers. Ouais. Je te jure que c'est hard. Hein. Ouais, c'est pour ça que mes dossiers, je les chiade. Mais heureusement, c'est du travail. C'est un travail colossal. Là, ça fait 1 mois que je suis dessus. 8 heures par jour, le dossier. Et parfois, avec l'après-midi, une interview d'un Afghan et le soir, je continue. Ah ouais, week-end compris. Hein. J'ai pas tellement de jours de repos, moi. Mais c'est pas grave parce que ça me passionne. Ce que je suis occupé à découvrir au Japon là est tellement incroyablement passionnant. Et quand je parle de ça aux Japonais, je réalise que je leur fais découvrir des choses qu'ils n'avaient pas réalisées. Parce que quand tu vois qu'il y a Fukushima après Hiroshima, la plupart des gens peuvent se dire « Oh, ça c'est pas de chance ». Moi, je ne réagis pas comme ça. Moi, je me dis, putain, il y a un lien entre les deux. Il faut que je trouve c'est quoi qui fait que ces deux événements sont reliés d'une façon nécessaire et suffisante. Il y a un lien fort entre ces deux événements. C'est pas du hasard. C'est quoi? C'est quoi la raison? C'est quoi le sens caché derrière ça? Et alors, je pars à la recherche et j'y vais, quoi. Des heures de recherche et tout. Et je trouve. Ou même si je trouve pas, j'ai une interprétation personnelle qui est tellement convaincante que tout le monde me la bouffe. Hein. Ah ben oui, et peu importe, parce que j'ai apporté du sens. Et ça, il n'y a personne qui peut dire que ce sens est vrai ou pas vrai. Ce que tu dis, c'est du sens. C'est un travail que tu fais aussi. Et c'est un travail que peut-être les autres ne font pas. Ouais. C'est ça que je vois, moi. Ce que je vois, c'est qu'il y en a quelques-uns qui travaillent comme des mules sur ces sujets-là, et il y en a beaucoup qui viennent se servir directement dans les paniers. Tu vois. Écoute, alors RAS. Je le vois en direct. En direct live, ça. Tu as vu RAS RAS, non. Sur les travailleurs du nucléaire? Non. Ça, il faut voir. Hein, c'est un de mes films les plus importants, je crois. Donc, ça, c'est vraiment il y a 6 ans. Ouais. Oh putain, il y a 6 ans. Ouais. J'étais à la rencontre des ouvriers du nucléaire, des invisibles, des sous-traitants. Et j'ai interviewé énormément de travailleurs. Je les ai écoutés pendant 2 ans. Un travail colossal. Le film est sorti. Il y a dû y avoir à peu près 20 projets qui se sont servis sur moi. Des gens qui n'ont pas du tout fait l'enquête. Ils ont regardé mon film. Certains m'ont d'ailleurs appelé pour avoir des adresses de travailleurs. Moi, comme un naïf, je leur ai filé. Et je te jure, il y a une vingtaine de projets dont quasiment tous reprennent mes personnages. Que ce soit Paris Match, Envoyé spécial, plein de gens. Même Grand Central. C'est un peu ça. Grand Central. Ce qu'on appelle le mainstream. Tu vois, Grand Central est dû à mon film. Ouais. Parce que le mec qui a permis Grand Central, c'est un ouvrier que j'ai réussi à convaincre qu'il avait un génie d'écrire. Et lui, il m'a dit, tu crois hein? Je dis, putain, Claude, je suis sûr
tu peux écrire ton histoire et tout. Je l'ai boosté, il a écrit son histoire, ça a fait un livre qui a fini par être à la base de Grand Central. Tu vois? Donc, mon projet a déclenché tout un bidule par rapport aux ouvriers du nucléaire. Et il y a plein de journalistes paresseux qui ont juste fait que reprendre mon truc. Mais le travail de 2 ans d'approche, c'est moi. C'est énorme. Mais ça, c'est énorme. Ouais. Mais bon, tu en manges pas. Hein. Voilà, c'est moi qui sais que j'ai lancé ça, mais personne ne le sait et personne ne me le reconnaîtra et je m'en fous. Parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que cette reconnaissance m'apporterait de quoi manger? Parce que j'ai besoin de manger. C'est tout ce qui m'importe, c'est de trouver à manger. Parce que dans ce métier, putain, c'est hard. Très, très, très hard. Mais bon, voilà. Et toi, Laurent, tu travailles avec Dominique ou vous faites des enregistrements ensemble? Non, pas vraiment. On a eu quelques petites aventures de bricolage sonore, d'expérimentation. Ouais. Voilà. Il y a un grand projet. Qui est en cours. Ouais, c'est un grand projet. Je ne suis pas autant engagé que vous, même si je l'ai été dans certains domaines. Mais, après, pareil, la vie fait qu'il faut manger, la famille. Donc voilà, non, sinon je suis sur un projet depuis quelques années, sur un studio d'enregistrement de l'ORTF des années 50. Donc je suis tout en rénovation de matériel. Tu rénoves un studio de l'ORTF? De l'ORTF, tu le remets en état de 1950. Si tu lui dis ça, il va venir. En état de 1950. Ah oui, 1954. Waouh, avec des beaux vieux amplis à lampe, des micros, du tonnerre de Dieu. Ah. Tout est à lampe, toute la console de mixage à lampe. Quel boulot! Mais quel boulot! C'est 6 ans de travail en niveau 100. 6 ans! Le soir, certains jours par semaine. Et t'as filmé ça? Il y a quelqu'un qui a filmé ce travail? Non, avec la radio, je vais documenter là, au retour des vacances, il appuie sur le bouton. Ouais. C'est qu'il a testé tous les machins. Ça, il faut enregistrer. Bien sûr que c'est une aventure extraordinaire. Il en a à peine conscience, mais c'est... c'est chouette, ça. Donc après, l'intérêt, c'est de... Bon, je me suis vraiment fait plaisir à remettre tout ça en service. À l'ORTF? Enfin, je veux dire, à Radio France. Voilà, c'était l'antenne locale de Radio France à Nîmes. Ah, à Nîmes. Donc, l'ORTF a posé son matériel, tout ça. Dans chaque ville, ils avaient le même équipement, mais plus ou moins grand, plus ou moins une piste sur les antennes. Ça, c'est génial. Tu peux faire des trucs extraordinaires à partir de là. Ben voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est un studio de parole. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? En premier temps, mon intérêt, c'était pour le mettre à la disposition des musiciens pour s'enregistrer. Donc il y a les magnétos. Et tu devrais faire une émission radio moi, dans le style des années 50. Il faut qu'on fasse un truc. Dans le style des années 50, avec un présentateur qui fait Mesdames et messieurs, bonsoir. Tu vois, messieurs, bonsoir. C'est un Belge qui parle. Tu vois, avec l'accent qu'ils utilisaient, le parler qu'ils utilisaient à l'époque et tout. Faut faire une émission, faut aller dans le trip 1950 à fond. Avec la culture politique d'époque aussi. Ouais, je sais pas, il y a des trucs à faire. En tout cas, je pense que c'est le projet lui-même, par rapport à l'idée qu'on peut se faire de la technologie, de la fuite en avant technologique, ce qui met en place lui, c'est vraiment intéressant. C'est comme un rétrofrein, un énorme rétrofrein. On reprend le temps de tout repenser, on recompose un système et on va mettre le système à disposition d'un projet qui sera un projet qui aura compris ce qui se passe là. Tu vois, c'est pas un truc, je le fais parce que c'est là, tu vois, je le fais parce qu'il y aurait eu toute cette aventure-là. Il faut recentrer les oreilles. Et là, c'est marrant, il y a 2 jours on en parlait avec Karine, mais en fait il suffit maintenant d'un petit émetteur, tu peux faire de la micro-radio, tu peux faire un petit... voilà, donc, mais Website Radio va s'y intéresser. Ça, je m'occupe d'une radio, et je pense qu'on va... En tout cas, à ce moment-là, moi je vais le documenter, et puis ensuite on va voir s'il y a une aventure qui peut... C'est chouette. Et il est grand comment? Je sais pas, moi. Cette pièce-ci. La console fait à peu près 3 mètres de long. Ouais. Pour 2 micros et 4 machines. 400 kilos. Ouais, là où ici. Il y a 15 esclaves planqués à l'intérieur. Après, il y en a une autre console. Après, chaque machine, chaque magnéto fait la taille
un peu plus grand que le four. Les platines vinyles, pareil, 200 kg, chaque platine. Pour la mono, monophonique. C'est un projet monophonique. C'est un projet mono. Voilà. En plus. Oh putain, mais quel L'enfance travail de l'art. de... J'appelle ça l'enfance de l'art. C'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de fou. Non, mais c'était vraiment une belle expérience parce que là, donc, il a fallu que je me documente sur ce matériel-là qui n'a jamais été T'as vu des commercialisé. ingénieurs Voilà, j'ai retrouvé les Mais ingénieurs. tu les as pas enregistrés. Ouais, c'est dommage. Ouais, non, mais il manquait quelqu'un comme ça. Non, mais c'est ça qui est. Il fallait les C'est enregistrer. toute sa démarche extraordinaire. Ah non, tu sais quoi? Il y a tous les Tu mecs les de as- 80 balais qui. Oh, mais mon petit, Attends. mais mon petit. Oh là, vous venez me voir. Mais attendez, j'ai les notices, j'ai les micros. Oui, Regardez, je vous ce les que tu donne. dois faire, La Laurent, transmission. tu dois absolument les inviter dans C'est le pré- c'est studio, prévu. les C'est interviewer. Ah, voilà. C'est ça. Les interviewer sur ce qu'ils faisaient. Mm. Ah ouais. C'est vrai qu'il faut que ce soit ça, Ouais. la mission. Mais là, tu vas récupérer des J'espère bandes. qu'il va être. Écoute, Ouais. il a mis la main sur un Ah oui, au retour, là, je vais à Paris, Mais chez un caméraman qui a travaillé pour pour la Thalassa, Ah, c'est la chaîne, l'émission Thalassa. Et donc son père était perchiste à l'ORTF. Donc voilà, il avait gardé dans sa cave plein de trucs comme ça. Et donc là, j'ai récupéré une bande magnétique de 70, 80, 90 bandes qui ont jamais été, qui sont jamais passées à la radio, donc que les prises de concert, que les enregistrements de concert, des originaux encore avec le CD, du traîné, du Aznavour. ouais, du Nina Simone, des choses comme ça. Mais c'est beau parce que voilà, ils sont très contents. Voilà, ils ont trouvé la personne. Qui va ressusciter tout ça. Voilà. Et on va diffuser, il faut diffuser ça. Mais il faut diffuser tel quel. Ouais. Dans Avec le l'équipement, respect de la démarche. voilà, c'est des prises de son monophoniques en plus. On va pas s'amuser à les triturer sur ordi, aller rentrer là-dedans, aller essayer de faire une spatialisation. Non, du naturel, du vrai. Intéressant, hein. Ouais, Ah. intéressant. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue. Tu comptes utiliser ça? Ouais. Et ça marche bêtement avec tes deux micros sur le Tascam? Ah ouais, très bien. Très bien. Ouais, très bien. Ça me va bien, moi. Mais ça donne quoi comme résultat? Quelque chose qui me va bien. Pour mon projet, ça me va bien. Mais c'est-à-dire avec beaucoup de reverb. Ouais, il y a de la réverb, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah, Là, je oui. documente. Ah, d'accord. C'est une archive. Ah, d'accord. Parce que moi, je lutte contre la reverb à fond les manettes, évidemment. En tant que cinéaste, c'est une obsession. Non, il n'y a aucun traitement. Parce que je vois Il y a- ça tellement il y a que pas ça de va être montage. bon. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de traitement. Il y a un cut et il y a deux cuts. Un cut au début, un cut à la fin et c'est tout. Oh, waouh. Voilà. Ok. Voilà, c'est le projet. Et tout le projet est comme ça. Et à l'intérieur, par contre, à l'intérieur, s'il y a des gens qui veulent composer, on peut aller très très loin dans la composition. Moi, j'ai eu des compositions extraordinaires. De la part de compositeurs d'ailleurs. Ouais. Mais moi, je propose une entrée, une sortie, et à l'intérieur, si ça parle de Fukushima, allons-y. Dingue. Mais ça peut dériver vers l'Afghanistan, ça peut dériver vers Ouais. Ouais, donc c'est ce moment-ci, quoi. Voilà, exactement, c'est ce moment-ci. Ouais. On a fait ça avec Laurent, je vais le voir, Laurent Mabessoul. Ah oui, je suis en contact avec lui régulièrement. Ah ouais. C'est un de ceux avec qui je garde du contact. Ah ouais, tout à fait, ouais. Et je suis allé le voir, est-ce que tu es allé le voir chez lui? Non, jamais. Voilà, et ben écoute, tu sais qu'il a monté un truc extraordinaire, là, son studio de mesure, Ouais. mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire parce qu'il est là, je crois que c'est 2 ou 3 après-midi par semaine. Et puis il y a des gens qui viennent lui apporter des champignons, des mousses, Qu'est-ce des qu'il machins, fait des trucs. Qu'est-ce qu'il fait Il a monté un studio de mesure parce que tu sais que là-bas il n'y a pas de prise en charge publique de tous les impacts de la pollution. Donc c'est aux gens eux-mêmes de monter des observatoires. Absolument pas avoir C'est- confiance dans le voilà. gouvernement. Voilà. Et donc lui, il s'est payé une machine qui sert à mesurer la radioactivité des aliments. Donc il aide, il a mis complètement au service de la population. Donc c'est pur bénévolat. Et il passe un temps fou et les gens viennent et c'est un espace de parole
Ah ouais. Incroyable. Mais est-ce qu'il mesure Il est de la parfaitement radio? bilingue. Il est Oui, parfaitement oui, bilingue. oui, il est génial. Voilà. Il écrit sa Il poésie en écrit japonais. voilà, il est... Non, puis même, il est japonais, quoi. Oui, mais est-ce qu'il a déjà mesuré la radioactivité? Sauvage, alors on va bosser. Oui, est-ce qu'il a déjà mesuré la radioactivité? Ah bah il n'arrête pas. Oui, mais est-ce que c'est fort radioactif? Alors c'est fort radioactif, y compris dans ces montagnes de Nagano, c'est-à-dire loin de Fukushima, Ah ouais. et y compris avec des choses qui comptent. Tu le tiens comme ça. magnifique. Tu le tiens comme ça. Ah. On va sur toi. Hein. Donc c'est à la hollandaise. C'est la saison du match. Ouais. Et donc je vous montre. C'est Tu le manges comme ça. tu l'enfants comme ça. Les yeux. Chose que les Japonais ne peuvent plus faire. Ah, voilà. Exact. Voilà. Exact. Une coutume hollandaise Magnifique. avec la bière. Bon, hein. Super. C'est magnifique. Voilà. Exactement. Chose que les Japonais ne peuvent plus faire. Voilà. Alors ils le font. Ils le font, mais on Par sait pas. patriotisme. Ils le font parce que la propagande leur dit allez-y, mangez des carottes, mangez des machins, mangez des pommes, mangez des pêches, les fameuses pêches de Fukushima. Que j'ai mangé. Baignez-vous dans la mer, délicieux. machin, etc. Ils sont délicieux. Voilà. Moi, quand je suis allé là-bas, c'est la même chose, j'ai mangé de tout. Hein. Bah ouais, évidemment, t'as pas le choix, hein. Ouais, t'as pas le choix, de toute façon. Mais, sauf que quand tu fais ça là-bas, bah, voilà, tu te prends ta dose. Tu te prends ta dose. Toi, c'est pas grave quand t'es visiteur. Eux qui vont faire leur vie là-bas, ils ont, tu vois, des côtés enfants, etc. C'est compliqué. Et Laurent travaille là-dessus, en fait. C'est son sujet. Ah, il est révolté, lui. Il est en colère. Il est en Il colère. est en colère. Et sa colère ne passe toujours pas. Hein. Ouais, non. Et voilà. Elle ne passe toujours 3 pas. ans après, il est très en colère. Mais j'espère pour lui Et qu'à un moment donné, il va trouver la paix parce que il pourrait tomber malade à continuer d'être en colère comme ça. Oui, il ne faut pas qu'il se mette en danger, oui. C'est dangereux d'être en colère tout le temps. On va lui envoyer un message d'apaisement. Je suis souvent avec lui en relation. Mais il est très en colère. Ouais. Par contre, c'est des colères très éclairées. Oui, oui. C'est pas des colères aveugles. Ah non, il se renseigne. C'est-à-dire qu'il ramène énormément de matière aussi, énormément d'informations, énormément de... Alors, je vais raconter une petite histoire. C'est bien qu'elle soit gravée un petit peu dans le marbre. Ouais. Il y a eu un article de temps en temps, la grande presse, les canaux d'information mainstream s'emparent du sujet, ce qu'on disait, travaille à partir des gens qui travaillent vraiment, et puis ressortent des articles qui sont censés être des articles de fond. Dernièrement, un grand journal français a fait un article de fond sur la situation à Fukushima, suite à la fuite des 100 tonnes, là, il y a 10 jours de ça. 100 tonnes, des 100 tonnes. Il y a 100 tonnes de flotte. Il y a eu soi-disant un robinet qui était mal fermé. Ah ouais, ouvert. Il y a une enquête ouais. de police. En fait, il y a une enquête de police qui a été déclenchée. Et le journaliste du grand journal en question donne des données chiffrées. Il dit, voilà, il y a 230 000 becquerels qui sont maintenant dans la nature. Alors, c'est des millions. 5 minutes après l'apparition de l'article, il y a un post de Laurent qui fait alors, je pense qu'il y a une erreur sur l'interprétation du système métrique japonais. J'ai 230 000 milliards. C'est un peu différent. Tu vois. C'est un peu différent. Et donc, alors, moi, je m'empare de ça. Il se trouve que je connais quelqu'un dans ce journal-là. Je lui dis attention parce que là, il est en train de devenir ton pigiste. Il est en train de devenir la risée des réseaux sociaux, quoi. Il faut que ce soit corrigé. Et il a corrigé le truc. Mais tu te rends compte tout le travail, tout le circuit. Et si tu le fais pas, ça, ben ça passe. Ça passe. Tu vois Ouais. Et c'est Laurent qui est vigilant, mais alors qui a un œil, qui a vraiment un œil, quoi. Il a un œil, une écoute. Enfin, il est en veille, quoi. Il a un œil qui écoute. Ah, voilà. Il a un œil qui écoute, exactement. Il est en veille. Mais il le voit, bam, il le repère. Ce qui est marrant, c'est que Laurent est un poète. Or, la radioactivité est invisible. Et la poésie, voilà, c'est le mystère. C'est justement ce qui révèle l'invisible aussi. Tu ne peux pas parler l'amour est invisible, donc il n'y a que la poésie qui peut le révéler, par exemple. Ou le mystère de la vie, enfin plein de choses. Et il n'y a que la poésie qui peut révéler l'invisible. Et donc on a beaucoup parlé, Laurent et moi, de ça, de notre fascination. Parce qu'on est tous les deux fascinés par cet invisible. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime, hein. On n'aime pas la radioactivité. Il est là.
Mais parce qu'on a, en tous les cas, lui et moi, et sans doute vous aussi, quelque chose d'un peu poète, on peut s'intéresser à cet invisible autrement que par les mesures de microsieverts, parce que sincèrement, ça veut rien dire un microsievert. Non. Bah, en tout cas, déjà pour le commun des mortels, ça veut rien dire. Dans l'absolu. Et dans l'absolu, ça veut rien dire parce que tout dépend où tu places les seuils. Comment ? Tout dépend. Enfin, il y a tout le jeu des seuils, c'est-à-dire pour un tel, ça veut dire, voilà. Ça veut dire que c'est dangereux. Pour tel autre, ça veut dire que c'est pas dangereux. Enfin, c'est tout le jeu des seuils. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un enfant qui le reçoit ? Est-ce que c'est Ouais. un adulte déprimé, une jeune fille enceinte voilà, c'est la question de l'impact et la question des seuils. Donc ça montre que l'objectivité de la science a trouvé ses limites. Hein. C'est ça que ça montre. Sur cette question-là, elles sont évidentes. Ouais. Elles sont tout de suite là. Ouais. Elles sont tout de suite là. Et effectivement, quelqu'un comme Laurent, sa machine, c'est une vraie machine, c'est-à-dire qu'il en a appris le maniement et il est très rigoureux dans son maniement, les chiffres qu'il te sort, les données qu'il te sortent, il tient ses cahiers de compte, mais c'est hallucinant ces cahiers de compte. Hein. Chaque truc est noté, c'est ligne à ligne, c'est des trucs Excel, mais monstrueux. Hein. Et à côté de ça, tu sens que ce qui sous-tend son énergie, effectivement, il l'attire de là, il l'attire de la poésie. Enfin, il l'attire, c'est... et de la colère. Ouais, et la colère alors, aussi. la colère, oui, la colère. La colère donne aussi de l'énergie. Ouais, hein. la colère donne de l'énergie. Ouais. C'est vrai que lui, il est très en colère. La peur, la colère et la On pense à lui, fascination. parce que nous, on est là, et lui, il est là-bas, donc on pense à lui ce soir. Moi, je pense à lui souvent. Hein. Souvent. On se fait des petits mails, et on se dit pas grand-chose, mais on se dit, oh, allez, vas-y, tiens bon. Gambate. Ouais, exactement. Un Français qui s'est établi à Tokyo il y a une vingtaine d'années, je crois. En fait, j'ai demandé à Laurent de me choisir un poème par film des récits de Fukushima. Ah oui. Et donc, sur Arte, devant chaque film des récits de Fukushima, il y a un poème. Choisi par Laurent. Oui, écrit. Il y en a écrit par lui. Ah ouais. Et il a demandé à des amis c'est des haïkus. Oui, c'est des haïkus. Ah voilà, c'est des haïkus. Ouais. Que nous, on est en train de... qui nous a redonné ces haïkus-là, et on les a intégrés à ce qu'on va faire cet été à la Maison Laurentine. Il y a une immense sculpture, donc c'est une espèce de chien de garde qui a plus de 50 de haut, et tac, on va coller tous les poèmes sur la sculpture. Si je peux y aller, moi, à l'inauguration de cette sculpture, je ferai peut-être des images. On verra. Et il y aura tous les sons de ce travail-là. Mais donc, le travail de Laurent sera là. Ce travail-là. Ah, mais je ne savais pas, je ne me rappelais plus que c'était les poèmes sont intégrés dans les films. Ah, non, toi, je ne me rappelais plus de ça. Non, pas dans les films, mais sur les pages de présentation. Ah, d'accord. Ah oui, dans le... Ok. Sur le site d'Arte. Alors, comment est-ce que je le retrouve ? Je ne me rappelais plus. Que je retrouve... c'était comment ? Arte... Et en fait, j'imagine que c'est une des premières personnes que tu as rencontrées. Laurent ? Oui. Par rapport alors, Laurent... Suite à... Comment est-ce que je l'ai rencontré ? Je ne sais plus comment je l'ai rencontré. Très vite, on tombe sur lui. Mais très vite, on tombe sur lui, parce qu'il est omniprésent, en fait. Il est omniprésent, ouais. Il est vraiment très, très actif et très en colère. Alors, lui, il dit, c'est parce qu'il a une fille. Il s'en veut énormément. Il s'en veut pour sa fille, en fait. Mais il s'en veut à lui-même, tu vois. Il s'en veut à lui-même. Il dit, voilà, on a une responsabilité. C'est vrai que notre génération, on a une responsabilité. De la génération de nos parents, encore plus. Tu vois, excuse-moi. Donc, sur les récits de Fukushima, tu as la série, il y a le réalisateur, les poètes. Et là, j'ai ah oui, voilà, c'est j'ai ça. créé ça. Voilà, c'est ça, oui, j'ai créé ça pour qu'ils aient une visibilité. Voilà, d'accord. Et donc, moi, j'ai fait la même chose. Acheter le livre. On a fait la même chose. Moi, j'ai la même chose. Moi, j'ai cité le bouquin dans le projet. C'est terminé, il est épuisé, hein, le livre. Ah ouais, Ah bien. Tu le trouves plus dans le... Ils sont tous vendus. Tous les exemplaires. Mais il y a aussi des poèmes. Où est-ce qu'ils sont, les poèmes ? C'est bizarre, ça. Normalement, il y a aussi les poèmes. Où est-ce qu'ils sont ? Ah voilà. Désormais et pour longtemps, il n'y aura plus d'enfants pieds nus sur le gazon. Ouais. Ça, c'est pour cet épisode-là. Quand tu chantes... Bon, je n'y ai pas accès parce que je suis belge. Ah bon ? Oui. Alors, j'y ai pas accès. Parce que la série a été... C'est un drame. La série a été aussi diffusée par la RTB, qui l'a très mal présentée. Et donc, comme je suis belge, je n'ai pas accès à la version française.
Ah ouais. Incroyable. C'est petit, ça. Hein. Ah ouais, c'est bizarre, ouais. Bon. C'est comme ça. Hein. Et donc, enfin, j'ai tout fait pour qu'il ait une visibilité. Ah ouais. Si j'avais été plus conscient de ton travail, etc., parce que je pluguais plein de gens, enfin, dans la mesure du possible, si tu veux. Il y aurait eu un lien vers tes radios, tout ça. Mais moi, je te continue, mais je vais t'envoyer 2-3 trucs qui te plairont. Hein. Je vais t'envoyer des liens sur des pièces, des contributeurs, qui sont des voyages sonores. Enfin, alors, c'est pas du documentaire, parce que ça tient du côté de la bouche-matique, mais avec des prises de son, du fil de recording. Je pense que tu vas être sensible. D'accord. Peut-être pas à tout, mais à pas mal de choses, à pas mal de contributions qui ont été faites, qui ont été données. Bon, et puis la démarche d'ensemble. La démarche d'ensemble, je te donnerai des liens. Et à laquelle a participé Laurent. Hein. Il y a un long entretien de 2 heures. En fait, il y avait 2 Français au moment de la catastrophe, 2 Français qui ont ouvert leur gueule au Japon. Nelson et Laurent, c'est ça? Non, Nelson, moi je n'ai pas... J'ai des contacts, mais lui... je pige pas très bien ce qu'il fait. J'ai pas vraiment... J'ai des contacts, mais j'ai pas vraiment de contact profond avec lui. Mais... Il y avait ce Français, j'ai oublié son nom. Je l'ai méchamment aidé, même financièrement. Je l'ai aidé à quitter le Japon. Avec sa famille, tu les filmes d'ailleurs. C'est ceux que tu filmes. Non. Comment il s'appelle, un Français j'ai oublié son nom. Le Français qui gueulait là sur Internet. Ah mais oui, exact. J'étais en contact avec lui. Exact. Je voulais faire un film sur lui. Exact. Je devais aller le filmer. En fait, c'était ça mon premier projet. Exact. Et puis un coup de gueule énorme sur YouTube et qui a fait des vues. Enfin, au moment même où ça arrivait, si tu veux, c'était vraiment ça nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive? Et effectivement, je me rappelle plus de son nom, mais ça va me revenir. Mais ce gars s'est avéré être un type pas du tout clair. Et donc je n'ai pas pu aller plus loin. Mais en plus, je lui ai filé du fric, tu vois. Donc il y a un petit côté arnaque comme ça qui me reste toujours en travers de la gorge. La suite. C'est pas grave. Ça peut arriver. Mais donc il y avait lui et puis il y avait Laurent. Alors il y avait d'autres Français comme Nelson et tout ça, mais avec qui j'étais en contact, mais qui n'avaient rien à proposer et qui disaient pas des choses très très claires. Ou les gens qui ne font que gueuler, à un moment donné très vite, tu vois, Laurent il gueule mais il fait son laboratoire, ou il gueule et il fait des poèmes. Mais juste gueuler, bon, voilà, ok, facile. Plein de gens qui gueulent. Mais gueuler et trouver dans cette énergie de colère de quoi faire de l'action, il y a moins de gens qui arrivent à faire ça. Et Laurent, lui, c'était son cas. Toujours. Oui. Et Pierre Fété? Pierre Fété, fatalement, je suis en relation, et surtout que mon frère, pour une raison tout à fait obscure d'ailleurs, mon frère informe plus sur Fukushima que moi. Ah oui, à fond. Et c'est Monsieur Fukushima maintenant. À fond, avec Pierre Fété. Ils sont à 2, quoi. Et son frère Guy. Ouais, c'est marrant. Je me suis dit, mais il a eu un switch. C'était mais c'est beau. C'est une histoire de fraternité là-dedans. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas très bien ce qu'il a poussé à faire ça. Mais il le fait, et voilà, il le fait très bien. Donc il informe. Mais il y a, il y a quelque chose dans tout ce mouvement Internet lié à Fukushima qui me déplaît. Aussi, c'est pour ça que moi, par exemple, je n'informe pas outre mesure sur Internet. C'est qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a une sorte de complaisance à la catastrophe qui me dérange profondément. Gunderson, même s'il informe bien, ça lui fait quand même vachement plaisir chaque fois qu'il y a un réacteur qui est sur le point de s'écrouler. Même mon frère, c'est comme s'il avait un plaisir quand il y avait un robinet qui fuit, quoi, tu vois. Et ça m'agace.
Et je me suis engueulé d'ailleurs avec pas mal de gens sur Internet parce que quand il y a eu cette publication des cartes qui montrent la diffusion de la radioactivité dans le Pacifique. Qui était erronée. C'est une carte erronée. Voilà, c'est un hoax. Et les gens posent ça sans réfléchir, sans penser que... Quand c'est des hoax comme ça, à ce point, effectivement, là, ça montre la limite du truc. Ça montre la limite du truc. Mais c'est-à-dire que les gens ne se renseignent pas. L'océan Pacifique, c'est énorme. Et montrer une telle pollution, c'est idiot. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution, mais je dis que la situation est suffisamment grave pour rajouter du délire. Tu vois? Et ça dessert la réalité. Il faut chercher la réalité, c'est tout. C'est comme... il y a plein de gens qui essayent de me faire dire qu'à Minamisoma, la situation est absolument dramatique pour les enfants. Non! Si c'était le cas, si moi je le pensais, je le dirais. Et peut-être j'y serais pas allé, ou en y allant, j'aurais tout fait pour que les enfants foutent le camp de là. Non, c'est encore pire. La situation est incertaine. Si tu sais, comme à Foutabac, qu'il faut foutre le camp, il n'y a pas de photo, tu fous le camp. Et alors il reste que le dernier homme dans la zone. Voilà. Ouais. C'est tout. Mais voilà, quand la situation est incertaine comme à Minamisoma, c'est là que c'est chiant, parce que alors la société se divise. Quoi, tu t'en vas, tu nous abandonnes. Quoi, tu restes, tu ne penses pas à la... Ouais, tu ne penses pas à la... Ouais. Et donc, Laurent est très conscient de ça, il travaille là-dessus, enfin, c'est une obsession pour lui. Ouais. Donc moi je suis un peu, comment dire, je lutte énormément contre toutes ces informations catastrophistes. Et ça me pousse même, très bizarrement, à prendre un contre-pied, à dire « Mais qui vous dit que c'est si grave ?» Alors que c'est pas ça que je pense, mais il m'entraîne à ça. Parce que c'est énervant, des gens qui veulent tout le temps voir que c'est extrêmement catastrophique. Oui, c'est extrêmement catastrophique, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et il faut aussi dire quand il y a des nouvelles positives, et il faut aussi, je pense, avant tout, dire chaque fois qu'on ne sait pas. Parce que c'est ça, les nouvelles qu'il faut dire par rapport au nucléaire. C'est on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ça, c'est pour moi, la vraie information. C'est de dire qu'on est incapable de donner de l'information. Et le problème, c'est que tout le monde veut faire croire qu'il donne de l'information. Alors, on se retranche derrière un discours scientifique, on mesure des becquerels, on mesure des machins. Mais ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne porte pas de sens. Et c'est pour ça que, bon, je regarde, je regarde toujours les infos, fatalement. Mais tu es pas militant. Non. Là, tu es pas dans une démarche militante. Non, je suis dans une démarche, je dirais, citoyenne. Plus citoyenne et aussi dans une démarche presque métaphysique. Comme on a affaire à l'invisible, on rentre dans la métaphysique. Mais vraiment, on rentre dans... C'est plus de la physique, c'est de la métaphysique, le nucléaire. Avec le monde quantique qui est fait d'incertitudes, de probabilités, d'ondes, d'instabilité. Ouais, là, on ne contrôle plus rien. Là. Et donc tous ceux qui veulent faire croire qu'on contrôle, en disant que c'est grave ou que ça va bien, ils m'énervent. Donc je suis d'aucun des deux côtés de cette pièce. Je suis même pas sur la tranche, je suis ailleurs. Et on doit considérer que comme il y a un problème lié à l'invisible de l'atome, il faut aborder ce problème avec beaucoup de spiritualité. Puisque l'invisible, c'est Dieu. Ça demande de la spiritualité. Or, on n'aborde ça qu'avec du matérialisme. On manque d'argent, ou on investit de l'argent, ou on mesure des microsieverts, de je ne sais pas quoi. Autrement dit, tout ça, c'est lié au quantitatif, lié au matérialisme, au matériel. Eh bien, c'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder cette question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de la science et qu'il ne faut pas mesurer les microsieverts, c'est pas ça que je dis, mais les gens se limitent à ça. Or, ça doit venir dans un deuxième temps. Oui, il y a d'autres voies pour la connaissance. Il faut réfléchir à ce problème d'une façon radicalement différente. Et donc, pour en revenir à Internet et à Fukushima, je trouve que
j'entends peu de gens émettre des idées d'un niveau, je dirais, spirituel qui me satisfassent, quoi. Et par contre, je trouve ça chez Laurent, qui, d'autre part, mesure ses microsieverts ou ses becquerels. Et ça, c'est bien, c'est avoir les pieds dans la terre, je veux dire. Mais il écrit des poèmes sur ça. Donc, il aborde le côté spirituel invisible. Et si on ne fait que l'un ou l'autre, on n'est pas dans la réalité de ce qui se passe là-bas. Ouais, ça c'est mon point de départ. Ça. Mais je t'enverrai un lien, je te donnerai à lire le manifeste donc, des gens qui organisent ce festival à Fukushima tous les ans, le 15 août parce que c'est la date de capitulation, hein, c'est le jour. Donc c'est vraiment choisi, hein, c'est un moment de défaite profonde, mais c'est aussi un moment où on peut se reconstruire autre chose. Donc c'est très symbolique comme date. Ils ont écrit un très beau manifeste, donc ils n'ont pas varié depuis 3 ans, 4 ans maintenant de la 4e édition. Je vais te l'envoyer et c'est leur point de départ. C'est leur point de départ. C'est attention, il faut faire très attention, il y a d'autres voies pour la connaissance. Et si on se laisse, si on rentre là-dedans, on va être submergé, on va être écrasé par ça, par le quantitatif. Et il faut essayer d'accéder à ça par d'autres moyens. Et dans ces autres moyens, ils le disent nommément. Enfin, il y a l'art, il y a la poésie. Voilà. Moi, c'est mon point de départ. Je rentre là-dedans comme ça. Par contre, je parle avec tout le monde. Comme toi. Toi, tu parles avec tout le monde aussi. Voilà. Je parle avec tout le monde, ou j'essaye de parler avec tout le monde, mais très vite, ma caméra n'aime pas certaines personnes. Et si ma caméra n'aime pas certaines personnes, je n'arrive pas à les écouter. Et en fait, c'est pas tellement que j'arrive pas à les écouter, parce que je fais toujours des tentatives désespérées d'aimer n'importe qui se présente devant ma caméra. Mais il y en a, malgré mes tentatives de les aimer, ils refusent de l'être. Et donc ma caméra me tombe des mains, et voilà. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit toujours que mes films sont subjectifs, et je le revendique. Parce que justement, un autre mythe qui nous fout dans la merde actuellement, c'est le mythe de l'objectivité. C'est un mythe, ça a l'air de rien, mais c'est un mythe vraiment tenace et qui nous fout dans la merde. Pourquoi ? Parce que ça nous fait croire qu'on ne participe pas au monde. Donc le journaliste, quand il se dit objectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il regarde tout comme s'il était Dieu. Comme si, non, il ne fait pas partie du monde. Donc il est avant Heisenberg, avant le principe d'incertitude d'Heisenberg. Du temps, avant 1927, du temps où le scientifique croit qu'il peut observer le monde de l'extérieur. Il est newtonien, tu vois, il peut prévoir l'avenir avec ses équations et tout. Il va pouvoir décrypter l'univers, Dieu, le grand horloger, etc. Et ce mythe de l'objectivité donne l'impression à l'homme qu'il peut tout faire, qu'il est Dieu, qu'il a un droit sur la nature. Et donc, ce mythe de l'objectivité entraîne une illusion et nous empêche de voir le monde tel qu'il est. Je devrais dire autrement, parce qu'en fait, on n'a pas accès au monde tel qu'il est. On ne peut être que conscient de notre relation au monde. Et c'est pour ça que la subjectivité est l'attitude juste par rapport au monde. Je peux être conscient de ça. Je suis conscient de ma relation au monde. Alors là rentre en jeu l'éthique. Si dans ma relation au monde, j'essaie d'établir une relation honnête au monde et de comprendre honnêtement le monde en fonction de qui je suis, voilà, ça c'est bien, c'est la bonne éthique subjective. Si avec ma subjectivité, j'essaie de tordre la réalité pour imposer ma vision aux autres, voilà, c'est une forme négative de subjectivité. Mais ce que je suis, donc il y a de la bonne, de la mauvaise subjectivité, si je peux dire, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'objectivité mène à l'illusion, et donc mène au matérialisme et mène à la guerre. Parce que si je ne fais pas partie du monde, si je me considère comme Dieu, fatalement, je crée des choses où je ne considère pas que je suis mortel. C'est hyper dangereux. Et tout ça est un jeu. Oui. Et tout ça est un jeu. Oui, donc je monte une centrale, c'est pas grave. Sur une faille. Voilà, on verra bien. C'est pas grave. On peut considérer bien les choses que quand on a en tête qu'on est mortel. Donc je suis un fervent défenseur de la subjectivité et donc il y a certains personnages qui rentrent et d'autres pas dans mes films. Puis il n'y a rien à faire, il y a des gens qui ont de la langue de bois et qui refusent de s'exprimer en tant qu'eux-mêmes. Ils s'expriment au nom d'une entité abstraite.
Ma caméra n'arrive pas à filmer ça. Tu vois, quelqu'un qui s'exprime au nom de TEPCO, j'arrive pas. Quelqu'un qui travaille chez TEPCO et qui donne son avis, ah ouais, bienvenue. Et donc, dans mes films, rentre toujours... Et pourtant, j'essaye de contacter toujours ces gens. Toujours. Par honnêteté. Intellectuel. Oui, par curiosité aussi, je veux les rencontrer. Et je les juge même pas. Tu fais ton travail. Je juge leurs actes, mais pas eux. Tu fais ton travail. Mais je sais pas, ils doivent sentir que je ne suis pas objectif. Justement. Ouais. Et qu'il y a une autre écoute. Ouais. C'est du travail. Alors que vous allez faire à Bruxelles ?